On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Chambre de commerce qui a pris la décision de revenir à nouveau avec une formule de gala de l'excellence en virtuel en raison de l'instabilité des mesures sanitaires actuelles. Mais d'abord, on reçoit deux paramédics. Ils ont procédé à un accouchement très particulier vers une fin de nuit d'une dame qui était planifiée pour une césarienne. Un accouchement par le siège à la maison. Il arrive parfois des situations très particulières. Oui, dans la vie des services d'urgence, les policiers, les pompiers, les paramédics sont confrontés à toutes sortes de situations. Mais il y a deux paramédics ici qui ont vécu une situation très particulière. C'est un accouchement à domicile, mais c'est un accouchement à domicile extrêmement difficile dans un contexte particulier. Bref, j'avais été mis au courant de cette histoire-là il y a quelques jours. On l'a vu d'ailleurs dans le Canada français il y a quelques jours à peine également. Ils sont avec nous aujourd'hui. Ce sont les deux Kevin. Kevin Lamarre, bonjour. Bonjour. Et Kevin McDermott, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes paramédic? Moi, c'est ma 11e année cette année. Et moi, je m'en vais sur ma 20e année. 20e année. 21e année, là. Des accouchements à domicile, en avez-vous déjà fait? Oui. Combien à peu près? Moi, c'était ma 5e. Moi, c'est ma 3e. OK. Donc, des accouchements à domicile dans la vie d'un paramédic, c'est quelque chose qui arrive. Qui arrive, mais il y a certains paramédics qui n'en auront jamais dans l'histoire de leur carrière, là. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement tous les jours, comme des situations cardiaques ou autres, là. OK. Donc, ça arrive, mais pas tant souvent. Non. Puis, dans certains cas, un paramédic peut faire une carrière et ne jamais avoir d'accouchement. Exact. OK. Là, dans le cas qui nous occupe, vous êtes sur la fin de votre quart de travail parce que vous travaillez de nuit, mais de nuit, c'est de 18 h à 6 h le lendemain matin. On est aux alentours de 3h47. Vous recevez un appel dans le quartier Saint-Lucien, je pense, pour une dame qui est en train d'accoucher. Mais explique-nous un peu la situation à laquelle vous êtes confronté quand vous arrivez sur les lieux. Dans le fond, quand on arrive, l'information qu'on a rapidement, c'est que le bébé serait possiblement décédé. C'est ce que le père nous indique. Donc, on se rend au 3e étage du bloc appartement avec notre équipement. Les pompiers sont déjà avec la mère qui est dans sa cuisine. Puis, on voit le petit pied du bébé là, bleuté, cyanosé, qui sort de l'orifice vaginal, là. Donc, En quoi c'est différent des autres accouchements à domicile pardon, que vous avez déjà fait dans le passé, Kevin? Écoutez, normalement, un accouchement, c'est comme un peu comme une recette, là, tu sais. L'accouchement est déjà préparé. Il y a déjà eu des échos de fait. Les risques sont... C'est peu probable qu'il y ait des risques au niveau de l'accouchement. C'est un accouchement parfait, normalement, à cause que le bébé est bien placé. Mais dans le cas où nous, on est intervenu, c'était un bébé qui était à haut risque, qui était attendu d'une césarienne. Alors, c'est sûr que c'est pas le genre d'intervention qu'on devrait avoir normalement. Et là, c'était quoi votre réaction? Parce que là, cette dame-là avait un rendez-vous de planifié pour une césarienne. Donc, parce qu'on savait que le bébé allait se présenter par le siège, donc la césarienne avait été planifiée. Or, le travail a commencé plus tôt que prévu, donc avant son rendez-vous. Et là, quand vous êtes arrivé et qu'il y avait un pied de sortie, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on a encore le temps de l'amener à l'hôpital ou si on n'a comme pas le choix de procéder à l'accouchement? en fait, quand on rentre, on regarde si on a une progression, si on essaie de deviner, comme Kevin mentionnait. À l'hôpital, on sait c'est quoi la position parce qu'on a les échographies, on a les suivis de grossesse. C'est une grossesse à risque qui était attendue en césarienne. Donc, nous, il faut deviner tout ça. Il faut savoir il est où le bébé, dans quelle position qui est placé. Est-ce que la mère peut supporter l'accouchement à domicile? Est-ce que le bébé peut supporter l'accouchement à domicile? Mais quand on est arrivé rapidement, on s'est rendu compte que le bébé avait arrêté de progresser. On avait une chance d'évacuer au moment qu'on est arrivé, là. Donc, la décision de procéder à domicile, elle s'est prise très rapidement? Oui, en une minute. Très rapidement. Ouais. Je suis arrivé, j'ai regardé la dame, je lui ai demandé si elle était capable de contrôler ses poussées. Elle m'a dit oui. J'ai regardé Kevin, j'ai dit évacuation. Fait que là, il est parti du 3e étage chercher la planche puis préparer. Ouais. OK, là, tu es retourné chercher de l'équipement. Oui, l'équipement, la cour, la planche, des couvertures pour évacuer la dame, là, parce que, écoutez, c'est pas le genre d'accouchement que tu veux avoir là. Bon, souvent, dans la littérature médicale, quand un bébé se présente par le siège, et c'est probablement pour ça qu'on fait des césariennes, toujours un risque de perdre le bébé, de perdre la mère, de perdre les deux. C'est quelque chose que vous savez. Or, vous prenez la décision, évidemment, que là, on n'a comme pas le choix. Il faut procéder maintenant. Kevin, qu'est-ce qui se passe? Un coup que tu remontes en haut avec l'équipement, il se passe quoi? Il se passe que, écoutez, là, on essaie de vouloir évacuer la dame. Et puis, avec la planche des couvertures, essayer de l'installer. Puis, à ce moment-là, écoutez, la dame a pu être capable de se retenir. Elle a eu des contractions. Puis, c'est là que ça a commencé. Puis, Kevin me dit, là, écoute, on accouche là.
là, on s'est dit, on est dans la marde, là, c'est sûr. Là. Parce que les risques, c'est des très gros risques que le bébé décède ou qu'il arrive des problématiques aussi à la mère. C'est quelque chose comme on ne voulait pas, là, puis finalement, c'est arrivé. Et là, dans le fond, le bébé donc, a continué de sortir. Là, il y a toujours un risque que le cordon soit pris alentour du cou. Donc, comment on fait pour s'assurer que ça n'arrive pas? Bien, dans notre situation, quand on a vu que le deuxième pied se présentait puis que la dame, elle nous disait qu'elle devait pousser, que c'était incontrôlable, on s'est réinstallé au sol. Et puis, on a cherché le cordon. On l'a trouvé. Moi, j'ai soutenu les fesses du bébé pendant que j'ai fait un tour de cordon, puis Kevin a fait le deuxième tour pour s'assurer que le cordon ne soit pas dans les jambes, effectivement. Et vous aviez assez d'espace pour faire la manœuvre? Pour le moment, oui. Pour le moment, on en avait assez. Oui. Pour le moment, oui. Et tout ça se passe dans un délai de 6 minutes? Oui, c'était rapide. Au total, 6 minutes sur la scène. Mais très, très long dans nos têtes. Moi, je pense que ça paraissait plus de 20 dans ma tête, en réalité, là, que de 6. Là, mais... Est-ce qu'il y a eu un moment durant ce 6 minutes-là où vous avez craint pour la vie de la mère ou du bébé? Oui. Le bébé, assurément. Oui. Parce qu'après avoir sorti le cordon médical, on s'est rendu compte qu'il y avait un arrêt de progression du bébé, ce qu'on ne voulait pas avoir. Donc, à ce moment-là, j'ai les fesses du bébé dans les mains, puis le bébé ne descend plus. Fait que vous comprendrez qu'on ne peut pas tirer sur le bébé pour l'aider à sortir et on n'a pas les techniques médicales non plus pour passer par l'autre côté, soit la césarienne. Donc là, on devait travailler avec la mère pour essayer de contrôler les contractions. On faisait des rotations de bassin, élévation des jambes, rotation des genoux, essayer de faire bouger le bassin pour que le bébé s'engage. C'était vraiment ça le gros du problème à ce moment-là, c'était l'arrêt de progression. Puis on ne peut pas sortir un bébé avec les deux bras en haut. Fait que là, il fallait qu'on trouve un coude. Fait qu'il fallait faire sortir un bras du bébé pour se créer de l'espace, là. Ça, c'est plein de choses qui tournent en même temps dans notre tête très rapidement. Mais finalement, les manœuvres, donc, ont fonctionné, Kevin? Bien, écoutez, de Kevin de son bord, du mien, qui tient le bébé, une jambe et rotation, qu'à un moment donné, comme il dit, l'arrêt de progression, qu'à un moment donné, le bébé a commencé à venir un peu bleu. Tu voyais qu'il y avait de la souffrance, il y a eu de l'incontinence, le méconium, il y a eu incontinence urinaire. Là, tu disais, là, OK, il faut que ça avance, là. Puis, écoutez, à un moment donné, il a bien fallu essayer de faire de quoi pour essayer de sortir le bébé. Puis là, on avait toujours les deux bras qui étaient à l'intérieur de la mère. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Kevin, j'ai un bras. Fait que là, il dit, j'étais content. Là, on était content, là, à ce moment-là. Là. Et une fois que le bébé a sorti complètement, êtes-vous à même de mesurer ses signes vitaux pour voir si tout va bien, de couper le cordon? Bref, comment la suite se passe? Bien, une suite normale se fait à la sortie du bébé. On essaie de stimuler, de réchauffer le bébé. Donc, on flatte le bébé sur le torse, on l'essuie légèrement avec des couvertures chaudes pour qu'il se stimule et qu'il prenne sa première respiration. Dans ce cas-ci, ça a été très long. Elle n'est jamais venue, cette respiration-là. Donc, habituellement, à ce moment-là, on fait venir le père quand ça respire bien, puis on lui demande s'il veut couper le cordon. Puis là, c'est la naissance excellente. Oui, vous comprenez, c'est le Saint Graal. C'est ça qu'on veut. Là. On veut un bébé qui pleure. Mais là, on n'avait pas de respiration. On avait un bébé cyanosé qui était flasque, donc qui n'avait aucune réaction, aucun stimuli. Donc, avec Kevin, on a clampé le cordon. On a déplacé le bébé, on a fait la succion au niveau de la bouche avec nos équipements et on a fait des ventilations pour permettre les premières respirations du nouveau. Et le bébé a fini par démarrer sa respiration. Effectivement, il a commencé à avoir des pleurs et des cris. Heureusement, là, ça fut un ça doit être interminable, ça? Ça dure une minute ou deux, puis c'est... Ça a duré 20 minutes dans notre tête. Oui, c'est ça. Puis l'arrêt de progression dans notre tête, ça a été 2 minutes, c'était absolument impossible. Mais le temps qu'ils sortent, puis qu'ils émettent un premier son, là, ça prend quoi? Ça a pris... Écoutez, l'accouchement a duré 6 minutes. Là. Puis, écoutez, en partie, il est alimenté toujours par le cordon ombilical. Ouais. Fait que, écoutez, ce qu'on sait au bout de la ligne, c'est qu'il n'a pas manqué de rien. Là. Puis en formation, habituellement, on a un délai de 90 secondes avant de mentionner qu'il faut commencer des ventilations ou des techniques de réanimation. Donc, il y a un 90 secondes qui est acceptable. Lors de la stimulation. Mais là, dans votre tête, est-ce que c'est... là, on se rappelle les techniques qu'on a apprises, parce que, comme vous le dites, ça n'arrive pas si souvent que ça dans une vie là, de paramédic. Là, c'est quoi? On se rappelle vite ce qu'il faut faire. Il y a de l'instinct, il y a une communication entre vos yeux, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'yeux. Quand tu dis qu'on est presque dans la merde, là, tu te dis, Christian, on va-tu finir par faire de la réanimation à l'enfant? Il y a plein d'affaires qui te passent dans la tête, mais finalement, il y a eu un joyeux dénouement. Là.
Parce qu'en plus, la mère, c'était son 3e accouchement, donc elle avait quand même une certaine expérience dans les accouchements. Et là, quand vous avez compris que le bébé n'était pas à risque, que la mère n'était pas à risque, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, les mains tremblaient, puis on se laissait faire. Là. On était contents. On a demandé s'il y avait un nom de choisi. On a rapproché le père. On leur a laissé leur moment à ce moment-là. Là. Même si on a 12 ou 20 ans d'expérience, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là particulière, Kevin? Écoute, il ne faut jamais appréhender un appel, puis c'est toujours une surprise. Fait que tu le sais jamais. Des fois, l'information que tu as sur l'informatique, sur le code risque comme on a, là, te donne une information, puis souvent, des fois, ça peut être pire ou comme ça peut être vraiment ordinaire. Ouais. Mais cet appel-là, c'est quelque chose. Ça reste gravé dans vos mémoires à vie, là. Ah, ça, on va l'apporter avec nous dans notre tombe, c'est sûr et certain, cet appel-là, on va s'en souvenir. On parle souvent dans notre domaine de traumatisme ou mais c'est un peu ce qui se passe cette fois-ci. C'est bien parce que c'est positif, mais ça aurait très bien pu Oui, mal parce que là, tourner, l'histoire s'est bien terminée. Oui. Mais elle aurait pu mal se terminer. Ah non, aussi, effectivement. Effectivement. Puis c'est ce qui fait que la mémoire absorbe l'information. C'est aussi la situation d'adrénaline qu'on a eue. Cette situation-là, on ne la vit pas régulièrement. Là. Bien, bravo à vous deux. Je trouvais ça intéressant de communiquer cette information-là parce que, paramédic, c'est vous autres les premiers qui arrivent sur des situations. On a besoin des médecins, des infirmières, on a besoin de tout le monde dans le réseau de la santé, mais les premiers répondants, c'est comme pas mal vous autres. Puis vous êtes formés aujourd'hui pour faire face à ces situations-là, et tant mieux. Dans ce cas-ci, évidemment, ça a bien fonctionné. Donc, en souhaitant que ça vous arrive pas trop souvent. Non, j'espère. Non, effectivement. Mais ça reste que c'est un travail d'équipe. Il y a eu des policiers, il y a eu d'autres ambulanciers qui étaient là. Il y en a même notre centrale aussi. Là. Écoutez, c'est un travail d'équipe au bout de la ligne. C'est sûr qu'il faut se rappeler. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, triple axel cette semaine. Oui, Justine Brasseur qui nous annonce sa retraite du patinage artistique. Elle est avec nous pour un show complet. 20 ans. Ouais. La vie devant elle. Ouais. Mais elle en a fait pas mal, hein? Mais ça. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La situation des mesures sanitaires s'améliore, mais très progressivement, ce qui devient très complexe pour les organisateurs d'événements de prévoir, si ce n'est quelques mois à l'avance. Finalement, la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu en est venue à cette évidence qu'il fallait à nouveau tenir le Gala de l'excellence en mode virtuel. Pour en parler avec nous, son directeur général, Michel Milot. Salutations. Bonjour. Décision déchirante? Ah, décision déchirante, difficile. J'étais persuadé en octobre que le gala serait en présentiel. Les nouvelles mesures, la période des fêtes a fait qu'on est obligé de prendre la décision de le faire une deuxième année en virtuel. En même temps, vous aviez établi une date quelque part au mois de juin. Oui. Ce qui vous laissait quand même une certaine marge de manœuvre. Oui. Sauf que c'est difficile pour vous de dire on maintient la date, puis à la dernière minute, on vire ça virtuel. On peut pas faire ça, hein, c'est ça? C'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de semaines, de mois de travail. Quand on va commencer là, à faire les enregistrements, puis à commencer à préparer le gala, réserver les salles, il va être trop tard. Ah oui. Oui, on n'aura pas le choix. Là. Un coup qu'on va commencer, on va être obligé de le maintenir. Autrement dit, quand on commence les travaux préparatifs, il faut savoir si c'est un gala en vrai ou en virtuel. Exactement. On ne peut pas jouer là-dessus sur 3-4 mois. Là. Non, on va manquer de temps là, pour tout organiser, tout enregistrer, pré-enregistrer.
Puis il faut savoir aussi que cette année, on change un petit peu la formule parce que l'an passé, on a piégé les gagnants. Donc, en virtuel, les gens qui vont être nominés vont s'attendre à être piégés, mais pas cette année. Mais au niveau organisationnel, il y a aussi, je présume, pour la Chambre, un enjeu économique. C'est-à-dire que si on avait décidé de maintenir un gala en présentiel au mois de juin, puis qu'au final, on est obligé de le faire à 50 c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, on va perdre de l'argent, là. C'est une grosse levée de fonds pour nous. C'est une activité qu'on a vraiment besoin de cette levée de fonds-là. Puis on ne peut pas la tenir à demi-capacité ou à perte. Bien, c'est pour ça que je voulais que tu l'expliques, parce qu'il y a du monde qui vont dire, bien là, au mois de juin, il va faire beau, l'été va être à nos portes, la COVID va être rendue bas, on va pouvoir se rassembler. Mais en l'expliquant, on comprend que vous ne pouvez pas prendre ce risque-là. Non, financièrement, on ne peut pas prendre le risque. Puis, comme j'ai dit, un coup qu'on va avoir commencé les enregistrements, réserver les salles, réserver l'animatrice, Anouk, etc. C'est tout fait à l'avance. On ne fait pas ça la veille. Là, on le fait en virtuel l'année passée. On le refait en virtuel cette année, mais on comprend qu'on veut le faire aussi différemment. Oui. Différemment comment? Bien, on veut toujours créer de l'émotion parce que, tu sais, c'est une belle soirée. C'est le temps aux entrepreneurs, c'est une visibilité. Puis je veux pas faire un gala puis sans émotion, sans humain. Donc, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est que tout va être préenregistré, à l'exception des nominés. Ceux qui vont être en nomination, eux, vont être dans une salle et avec une caméra qui va être diffusée sur le web en direct, simultanément. Le dévoilement des gagnants va se faire comme ça cette année. OK. On a toujours à peu près le même nombre de catégories? 14 catégories, exactement. On ajoute à ça la bourse coup de pouce, la bourse jeune agriculteur. On ajoute le coup de cœur du Canada français et, naturellement, la personnalité d'affaires de l'année. Bon, et là, dans les catégories, là, j'y vais rapidement parce que là, déjà, on peut commencer à s'inscrire. Exactement, depuis aujourd'hui, le 1er février. Donc, on dit art et culture et sport, 15 employés et moins ou 16 employés et plus, commerce de détail, démarrage d'entreprise, moins de 5 employés, entreprise de services ou distribution, 10 à 24 employés ou 25 employés et plus. Donc, il y a des catégories qui sont divisées selon le nombre d'employés. Parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Entreprise en construction, entreprise manufacturière, organisme à vocation sociale, projet d'innovation ou développement durable, relève d'entreprise, restauration, traiteur, jeune leader de l'année, puis les autres, évidemment, auxquels tu as fait mention tantôt. Bonhomme Alain, vous avez quoi, à peu près 50, 60 candidatures selon les années? Là? On a déjà eu 70 en 2019. On a eu 70. Le dernier gala qu'on a fait l'année passée en virtuel, on avait eu 47 candidatures. Quand même, Fait que c'est bien, puis c'est une belle visibilité. Puis j'invite les entrepreneurs à vraiment déposer. C'est gratuit. Tout ce qui tourne autour de ça, puis les gens en parlent longtemps. Là, les gens ont combien de temps pour déposer leur bulletin de candidature? Du 1er février au 25 mars, 23h59, donc 26 mars. OK. Donc jusqu'au 25 mars, Oui. donc un peu moins de 2 mois. Le cahier de candidature, on peut, je présume, le télécharger sur le site web de la Chambre. Exactement. Et ultimement, dans le cas de la Chambre de commerce, contrairement à d'autres chambres au Québec, il y a des entrevues. Oui. Donc, c'est pas juste le cahier de candidature. Non, c'est 50 la note du cahier, puis 50 l'entrevue. Donc, c'est pas mal égal pour tout le monde, là. OK. Parce qu'il y a des chambres qui font pas ça, qui ne font que le document. Et chez vous, ça donne quand même ça donne la chance à l'entrepreneur de pouvoir pas se justifier, mais expliquer ce qu'il fait. Parce que sur papier, des fois, ça peut être difficile d'exprimer l'émotion qu'on a comme entrepreneur face à notre propre entreprise ou notre propre candidature. Exactement. Puis tu as l'émotion de l'être humain. Il vient t'expliquer sa passion, pourquoi il a fait cette entreprise-là, qu'est-ce qui le passionne autant. Puis souvent, ça fait changer l'idée des jurys. On comprend que la COVID impose un gala virtuel, mais dans le cas des catégories et des entreprises et des dossiers de candidature, en quoi la COVID vient-elle influencer ce que font nos entrepreneurs depuis 2 ans maintenant? Ils se surpassent, ils innovent. En quoi la COVID vient influencer le boulot de nos entrepreneurs? Mais c'était très difficile les 2 dernières années, à peu près ça 2 ans ou presque. Là. C'était très difficile. Il y en a qui ont performé là, de façon spectaculaire. Puis tout ça fait que
ça t'oblige à changer ta manière de penser, ta manière de travailler pour t'adapter aux événements qui se passent présentement, aux difficultés. Donc, c'est un réajustement complet pour plusieurs. Tu as dit d'ailleurs à la radio ce matin à Boom que toi-même, en 2012-2013, tu avais été évidemment nominé dans une catégorie, puis que ça avait eu un réel impact sur ton chiffre d'affaires. Oui. Puis moi, j'ai eu une hausse là, la semaine suivante. Moi, j'ai gagné en 2013. La semaine suivante, j'ai eu une hausse de 10 de mon chiffre d'affaires. Puis je pensais que ça allait être pour une semaine ou deux, puis après ça allait s'essouffler. Pas du tout. Là, ça a resté. Puis je me suis fait parler du gala plus qu'un an. Même après le gala suivant, M. Mieux, allez-vous vous représenter encore? Puis ça restait, là. Les gens en parlent beaucoup. J'ai voté pour toi. Pour les gens qui ne savent pas, évidemment, Michel était propriétaire à l'époque du Provigo, donc une épicerie. Mais c'est quand même pas... c'est quand même non négligeable. Là. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah, c'est bien du trouble, il faut remplir ça. Puis là, je l'ai déjà fait. Puis dans le passé, j'ai pas gagné. » Mais il ne faut pas sous-estimer la visibilité que ça donne. Exactement, parce que là, cette année encore, comme l'année passée, 7 semaines avant le gala, on va faire le dévoilement des finalistes. Donc, c'est de la publicité gratuite dans le journal. C'est de la publicité gratuite à Boom FM. Ouais. Donc, il y a une belle visibilité rattachée à ça. Puis, on a beaucoup allégé le cahier de candidature. Pour ceux là, qui ont déposé il y a quelques années, là, que moi, là, en 2013, c'était lourd. C'était une vingtaine de pages. Maintenant, c'est 2 pages. Là. On a vraiment allégé le cahier de candidature pour que ça soit facile pour tout le monde. Puis, on a du monde qui font la rédaction pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Là, on peut les référer à quelqu'un, puis moyennant un cachet, là, tu peux faire. Normalement, le gala en présentiel attirait à peu près 700 spectateurs au Collège militaire. Or, le gala virtuel de l'an passé est allé chercher quand même plusieurs milliers de visionnements. Oui. C'est plusieurs milliers, effectivement, mais on a demandé à nos partenaires de retransmettre simultanément sur leur plateforme de Facebook le gala. Donc, on avait du multi-partage, que c'est assez exponentiel, la visibilité là, que ces personnes-là ont eue. Bon. Là, vous avez une animatrice qui est toujours Anouk. Oui. Donc, qui va faire l'animation en virtuel. On le dit, la majorité est enregistrée à l'avance, si ce n'est, évidemment, les candidats. Mais on va tenter quoi encore pas de les piéger, mais disons de les prendre par surprise un peu? On va les prendre par surprise parce qu'ils vont être live dans la salle. Donc, on va aller chercher, comme j'ai dit tantôt, le feeling humain. Mais il y a la personnalité d'affaires de l'année que ça, c'est... C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Bon, c'est une diffusion qui va se faire via la page Facebook de la Chambre de commerce. Donc, l'accès est gratuit. Oui. Et c'est voulu comme ça. Oui, c'est voulu comme ça. Nous, c'est important, vu qu'on ne peut pas le faire en présentiel, c'est important de reconnaître ce qui se fait dans l'Haut-Richelieu. C'est important de donner cette visibilité-là. Donc, on accepte là, de le faire gratuitement puis de dire, bien, on va faire d'autres efforts ailleurs pour récupérer l'argent là, qui a été perdu. Avez-vous une formule repas où on n'embarque pas là-dedans? Oui. Oui, il y a une formule repas. Il va y avoir une formule repas, tout comme l'an passé. Donc, les gens vont pouvoir réserver avec un repas là, qu'ils vont aller chercher là, un peu avant le gala. Okay. Donc, on peut l'écouter directement ou on peut aussi faire le choix d'acheter et d'aller chercher le repas pour le consommer, bien, soit en même temps ou même après. Là. Ça, c'est une question de choix. Oui. Mais en même temps de participer. Là. Oui, puis ça encourage les restaurateurs, encore une fois. C'est important là, de continuer à encourager le local. Parce que même quand on remonte dans le temps, au début de la pandémie, en mars 2020, on pensait tous que ça allait durer quelques semaines, puis on reportait dans le temps, puis on reportait. Bon, ultimement... Puis le pire, c'est que le travail du gala 2020 avait tout été fait. Tout a choisi, les gagnants, tout a fait. Là, on était prêts, Vous étiez assis sur des gagnants dans des enveloppes qui avaient participé au processus. Oui. Mais là, on ne pouvait pas les dévoiler parce qu'il n'y avait pas de gala en vrai, jusqu'ultimement, le gala virtuel que vous avez fait l'an passé. Bien, c'est ça, puis on n'avait pas le temps de se revirer de bord en mars pour dire, bien, on va le faire virtuel, parce qu'on avait l'innocence de dire, bien, ce ne sera pas si long que ça, finalement, la COVID. Ouais. Mais c'est ça. Après le printemps, on a dit qu'il faut les reconnaître. Là, content de voir que les mesures commencent à s'alléger, les restaurants, les cinémas, les gyms, bientôt le 14 février. Donc, c'est la politique des petits pas, mais pour les entreprises, quand même, ultimement, des bonnes nouvelles? C'est des très bonnes nouvelles. On a hâte que ça soit 100 de la capacité.
Puis on a hâte d'arrêter aussi d'ouvrir puis fermer, ouvrir et fermer. Les restaurateurs perdent l'inventaire, perdent des employés. C'est difficile. C'est pas facile de fermer puis de réouvrir. Ça va être pareil pour les gyms puis les salles d'événements. C'est pas évident, là. C'est pas jojo. Puis faut que ça l'arrête. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Puis les restaurateurs, ils respectaient toutes les mesures de COVID. Il n'y a pas plus de COVID qui s'attrape d'un restaurant qu'à l'épicerie. On va se dire les vraies affaires. C'est ça. Il y a autant de monde à une place que l'autre. Il faut juste être plus prudent. Puis les restaurateurs, ils l'étaient. Puis c'est dommage qu'ils ont eu à payer la note. Surtout le 31 décembre, une des plus grosses soirées en restauration. Un peu difficile, ouais. C'est très triste. Une petite journée ou deux de plus, ça aurait peut-être fait la différence, disons. Oui. Et je pense qu'il faut investir. Je ne veux pas faire de la politique, là. Et je pense qu'il faut qu'ils investissent dans le système de santé. Ça presse. Ça semble être la clé de l'affaire. Je pense que le gouvernement parle de refondation de notre réseau de la santé pour augmenter sa capacité. Visiblement, je pense que ça va être le thème de la prochaine campagne électorale à l'automne. Effectivement. Combien de lits de plus? Je pense que ça va être ça la question. Ouais. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour la Chambre de commerce dans les prochaines semaines, les prochains mois, mis à part le travail du gala virtuel? Bien, on a la semaine prochaine le dîner avec les agriculteurs et les maires de la MRC. Ouais. Donc, on a déjà une belle participation là, du côté mairie, là, côté politique. Ça tarde pour les agriculteurs. C'est leur moment, c'est de venir parler des enjeux. Donc, c'est une belle plateforme. On a encore naturellement, on a encore nos formations. Et on travaille pour un dîner-conférence. Là, pour le moment, on essaye présentiel, peut-être. Peut-être. Côté féminin, la semaine de la femme, avec la sous-ministre Geneviève Guilbeault. Quand même. Okay. Vice-présidente. Pas sous-ministre, mais vice-président. À venir. À venir. Merci. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez là. On vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est en appel de candidature pour trouver des artistes qui veulent faire une œuvre murale sous le pont Gouin. Il y a quand même un panneau bétonné assez long. Il y a beaucoup d'espace pour de la créativité. À demain. Bye-bye.